l'Australie, communément appelée aussi Enfer sur Terre. A man has been killed in a shark attack while bodyboarding at a popular West Australian beach. Et en 1956, pour traverser son bush, il vous fallait une monture, certes, mais surtout une selle australienne, une selle Holden. El Paso? Non, José. Et oui, au milieu du 19e siècle, à Elizabeth, James Alexander Holden lance alors son business pour répondre à cette demande. Business très vite repris par son fils, Henry John Junior. James Holden, qui lui s'associe à un autre Henry. Je voudrais bien réussir ma vie. Allez là, c'est bon. Henry Adolph Frost, qui, comme son nom l'indique, n'est pas autrichien, mais allemand. Mais ce sera quand Edward Holden, un fils du Henry... John Junior. Enfin, l'Australien, pas l'autre, qui reprendra les rênes de la fabrique familiale, que la direction changera radicalement. Et oui, dans le bush australien, disons que les chevaux sont pas forcément la meilleure solution d'avenir. Et quand vous êtes passionné d'automobile et que vous savez maîtriser le cuir, vous pouvez bien entendu arrêter de jouer à Alexandra Lederman et vous lancer dans la sellerie automobile. Et quitte à faire de l'automobile, quoi de mieux que de prendre la légende de la création de la roue. Et oui, le lion qui pousse la pierre aurait été une observation préhistorique qui nous aurait poussé à inventer cette dernière. Petit à petit, leur activité dérive du cuir, fondant ainsi en 1917 la Holden's Motor Bodybuilder Limited. Et ce, pour ajouter au catalogue de la réfection carrosserie qui attire alors un énième Henry. John Junior. Ford, qui cherche à produire ses carrosseries de sa Model T sur le sol australien en attendant la fin des travaux de son usine. En 1923, ce sera pas moins de 12 000 carrosseries de produites, et quand le contrat se termine, Holden en signera un avec l'Electronic Arts de l'automobile. Oh non, c'est pas possible. What? C'est pas lui. Mesdames et messieurs, incroyable. Le revenant. Champion, l'ancien champion. Le géant américain General Motors, qui, comme pour Ford, veut s'implanter sur le territoire avec Dodge, Buick et Chevrolet, mais pas que. Fiat, Austin ou encore Chrysler signeront des contrats avec Holden. GM sera le client favori avec 34 000 commandes annuelles. Holden se sent en force, mais si aujourd'hui les Américains attendent le Black Friday avec impatience, le Black Thursday, lui, ne vous fera pas de cadeau. The tremendous crowds which you see gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York Stock Exchange in market prices. 1929, la Grande Dépression frappe le sol américain, et les effets ricochets finiront par atteindre l'Australie en 1931, faisant chuter ce carnet de commandes à juste 1600 unités, et les fermiers grands touchés ne peuvent plus se permettre qu'un véhicule. Aussi, dans ce constat et après avoir reçu une lettre d'une femme de fermier disant qu'elle voulait une voiture pour aller à l'église le dimanche et vendre ses bêtes le lundi, Hubert French, directeur de Ford d'Australie, la prend au mot et lance en 1934 la Ford Australia Coupé Utility, les Utes étaient nés. Pas le temps d'en profiter que la guerre fait déjà rage et même si GM n'abandonne pas Holden, ils le mettent au travail pour soutenir l'effort de guerre. Comme toujours, après-guerre, il faut se reconstruire et Laurence Hartnett, alors directeur d'Holden de l'époque, décide qu'il est temps d'assumer son identité et surtout, si les GM carrossés par Holden ne sont pas mal, elle manque un peu d'adaptation à l'hostile territoire qu'est l'Australie. Et en 1948 sort la Holden. Juste Holden. Ou si vous voulez, la FX, ou encore la 48-215, 48 pour son année de sortie, et son moteur, le 2,15 litres. Et oui, 2,15 litres, c'est un peu bizarre chez les Australiens. En voyant le succès et l'amour des fermiers australiens pour la Ute de Ford, Laurence Hartnett lance la 50-2106, en, comme son code l'annonce, 1951, version utilitaire de leur Holden qui ne quittera plus jamais le catalogue. En 53, c'est l'arrivée de la FJ avec sa version fourgonnette et qui commence d'ailleurs à exporter pour la première fois ses voitures, et pas n'importe où, dans la comté. Ensuite, c'est au tour de l'Asie du Sud-Est d'être conquise, suivi alors de l'Afrique du Sud, profitant de la robustesse des 600 lignes Holden. Les Japonais restent de grands fabricants, mais même s'ils commencent leur percée, Holden embauche toujours 19 000 personnes et ne laisseront rien tomber. C'est en 1960 que les choses sérieuses commencent. En effet, Ford sort les grands moyens avec sa Ford Falcon, voiture iconique australienne mais surtout mondiale. Avec ça, en 1964, la concurrence est vraiment rude. Plus de place pour les noms de code et quoi de mieux qu'un ring pour faire s'affronter les nouveaux modèles. 500 km dans le bush, plus précisément à Bathurst sur le circuit de Mount Panorama. Après le Go to Church on Sunday, Sell Pigs on Monday, il est temps du Race on Sunday, Sell on Monday. Les voitures de cette course sont toutes d'origine et si au début les Mini Austin sont reines, arrive très vite la Ford Falcon et son V8 très vite talonné par la fameuse Monaro. Life is suddenly very Monaro. Première voiture du groupe portant un nom et imaginée par Peter Nankervis. Et si les sportives étrangères étaient inaccessibles, Peter donnera à tous les Australiens 250 chevaux et un V8 d'origine GM. The most flattering accessory a beautiful woman can own. Équipant les Belmont, Kingwood et pour femmes. Et bien sûr,
la fameuse Monaro. Et le 6 octobre 1968, ce ne sera pas une, pas deux, mais un podium entier de Monaro qui arrachera Bathurst. Arrivent alors les années 70. Holden est au taquet, les Monaro s'écoulent comme des petits pains, la berline de luxe HQ, plus connue sous le nom de Statesman, marche bien et les surfeurs australiens réclament un van. Et oui, en pleine année hippie, c'est normal. Pas n'importe quel van, hein. Non, un van australien. C'est pas votre T6 là. That was fucking sweet. 6 ans de production pour le Sandman qui est aussi australien qu'on peut l'être. Mais la concurrence japonaise est là pour offrir une solution de voiture économe pour suivre et supporter les prix du pétrole en hausse. GM recarrossera alors la Kadett pour la vendre comme Gemini. En 1975, avec un châssis d'Opel Record E, un bouclier de Buick Senator et un moteur Chevrolet, c'est la naissance du deuxième grand nom d'Holden, la Commodore. Holden produira aussi la Torana, une berline compacte et économique australienne. Qu'est-ce qu'on fait avec une berline compacte et économique ? Évidemment, on l'engage en course qu'elle dominera sur son territoire. Mais la concurrence est rude et ses freins à tambour ainsi que sa transmission sont à la ramasse à l'arrivée de la Ford Falcon XBGT qui la plie. Mais Holden n'abandonnera absolument rien. Et avec pour pilote Peter Brock, une Torana revisitée avec des freins à disque, des nouvelles suspensions et surtout un kit carrosserie ressemblant au Rocket Bunny moderne et fonctionnel. Motorisé par un V8 5 litres produisant la folle puissance de 200 chevaux, hein, c'est les V8 américains, on sait bien, et aussi 300 Nm de couple. C'est en 79 une victoire pour Peter Brock, grand pilote australien. Les années 80 ne seront pas tendres avec GM, ils ont beau améliorer la Commodore, à cause d'une nouvelle réglementation pour faire rouler le parc australien au samplon 91, Holden n'a pas les moyens de développer une nouvelle motorisation. Ils font donc appel en 84 à Nissan qui leur fournira nul autre qu'un RB30. Et oui, le moteur en provenance directe d'une Skyline R31. Mais le dédouanement de ces derniers rend la voiture hors de prix. Et même quand la puissance est passée à 200 chevaux avec le turbo, la berline ne trouve pas d'acheteur. Enfin si, un acheteur, l'État, qui équipera d'ailleurs sa police routière façon Mad Max, mais avec une marque 100% australienne cette fois-ci. Les préparateurs s'en emparent, la marque est même repérée par un préparateur anglais pour s'inscrire en groupe A. Et en 1987, c'est 3 lettres qui feront leur apparition. HSV. Holden Special Vehicle, devenant par la suite le motorsport australien. Et ce, jusqu'à la fin de la marque. Et leur première création n'est nulle autre que la Commodore SS Group A. Et bien qu'on ait l'impression qu'Étienne s'en soit occupé, ça pousse. Il n'en est rien, elle a entièrement été étudiée en soufflerie. 240 chevaux du V8 de 5 litres pour un 0 à 100 abattu en moins de 6 secondes, qui prendra la tête au Bathurst Mill. Dans les années 90, s'il recarrosse des Opel, Holden sortira quand même la Commodore Mark III. Et en 98, c'est la version coupée qui fera grand bruit sous le nom de Monaro. Ou Pontiac G8 comme la recarrossera Bob Lutz, le papa de la Viper. Et quoi de mieux pour propulser ce concept car que le V8 5 litres 7 d'origine GM. Dans les années 90, c'est Peter Annenberg, alors directeur d'Holden, qui imagine un plan sur 10 ans, de 99 à 2009, avec une marque qui possédait 21% des parts de marché australiennes à l'époque contre 17 pour GM sur son propre territoire. La première année, c'est 265 millions qui rentrent, et même si GM n'apprécie pas forcément, force est de constater qu'en 2004, c'est 300 millions, et une nouvelle Monaro héritant du LS1. Mais aussi le départ à la retraite malheureusement d'Annenberg, tirant un trait définitif sur son plan. Arrive alors 2008. Et la première préoccupation des Américains, c'est la situation économique, avant même le terrorisme et la guerre en Irak. La crise des prêts immobiliers a provoqué l'expulsion de 3 millions de personnes qui se retrouvent maintenant à la rue. Crise frappe tout le monde, et GM se sépare alors de Hummer, mais surtout Pontiac, qui vendait aussi des Holden sur le sol américain. Ajoutez à cela que GM passe sous la loi chapitre 11, les empêchant d'investir à l'étranger, et vous obtenez une marque sous respirateur australien, qui injectera de l'argent jusqu'en 2012. GM finira par se servir de la marque que pour écouler ses autres marques, avant, en 2017, d'annoncer la fin, et de fermer les usines définitivement,
en 2021. Voilà une nouvelle marque de morte sous la faux GM. Je dois vous avouer qu'en me renseignant sur la marque, je ne pensais pas autant en tomber amoureux. Je rêve maintenant d'une HSV Maloo GTS comme prochaine caméra car. Et vous connaissiez tout ça sur la marque ? Pour plus de vidéos de ce style, active la cloche pour être informé de notre prochain sujet. Et en attendant, c'était Mario pour Racing Lovers. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, restez tunés. Ah oui, au fait, bande de pinces, on vend aussi des t-shirts et des sweats. Alors tu pourrais au moins t'abonner et nous acheter un truc. Et va pas nous faire croire que t'as pas de thune alors que tu viens de changer ton échappement.